Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de match après match. Votre talk 100% foot en direct tous les lundis sur Téléclub Zoom. Aujourd'hui, une émission spéciale, très spéciale. Vous allez très vite vous en rendre compte en découvrant nos invités. Kevin Fickencher, 30 ans, FC Sion, 183 cm. Jérémy Flick, 25 ans, Servette FC, 1m92. Laurent Walter, 34 ans, Neuchâtel-Xamax, 1m80. Enfin, Thomas Castella, 25 ans, Lausanne Sport, 186 cm. Point commun, ils peuvent tous toucher le ballon avec les mains. Bienvenue aux 4 gardiens de l'élite de notre football roman. Bonsoir messieurs, on est en direct sur Téléclub Zoom. Du coup, je vous rappelle que vous pouvez également réagir via les réseaux sociaux, #TCMAM ou sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Alors messieurs, si je me réfère à la croyance populaire, je me retrouve donc ce soir avec un plateau d'intellectuels solitaires et plutôt placides dans la vie, mais complètement fous. Alors fort de cette réputation, le gardien a-t-il tous les droits, par exemple celui de ne pas vouloir sortir du terrain malgré les injonctions de l'entraîneur. Ça date un peu, mais on avait gardé ces images pour vous faire plaisir. Rappelez-vous, Maurizio Sarri, le coach de Chelsea, qui a donné l'ordre à son portier Kepa Arrizabalaga de sortir du terrain avant une séance de tir au but et le gardien a refusé. On vous le remontre pour l'anecdote pendant que vous enlevez vos gants et ce n'est pas la première fois, bien sûr, qu'un joueur n'obéit pas à son entraîneur, mais là, ça vient d'un gardien. Du coup, ça rend la chose beaucoup plus spectaculaire. Alors, est-ce qu'un gardien a tous les droits? Qui se lance? Moi, je me lance, volontiers. Vas-y, alors. Non, tous les droits, je dirais pas. Là, on ne saura jamais le fond de l'histoire. Moi, ce qui me choque dans sa réaction, c'est surtout le geste un peu agressif qu'il fait envers son entraîneur. Comme j'ai déjà dit à plusieurs personnes, je pense qu'il pouvait juste se déplacer de quelques mètres pour aller parler à son coach. Maintenant, tous les droits, absolument pas, comme n'importe quel joueur. Le coach qui a voulu changer le gardien juste avant une séance de tir au but, techniquement parlant, est-ce que c'est une bonne idée de lancer un gardien froid pour essayer de retenir les pénaltys de l'adversaire? Ça, c'est un petit peu chacun son histoire, chacun voilà, dans son club. Je dirais que le staff, les entraîneurs connaissent bien les joueurs qu'ils ont à disposition. Donc peut-être, est-ce que Caballero a une particularité dans les séances de tir au but? Peut-être que oui, et nous, on ne le sait pas. Après, par rapport à la réaction du numéro 1 qui était sur le terrain à ce moment-là, personnellement, voilà, je trouve ça assez lamentable parce qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités, il y a des chefs qui ont été nommés. Dans le football, il s'appelle le coach ou bien en dessus, voilà, le président, les dirigeants. Mais je pense que quand un coach il vous donne l'ordre de sortir, que ça plaise ou non, il faut le faire. Et c'est la même chose pour les joueurs de champ. Thomas, un jeune gardien qui décrédibilise un entraîneur réputé quand même. Hein. Complètement, ouais, complètement. Si l'avis du coach n'est pas respecté, c'est compliqué, c'est des règles du jeu qu'on doit accepter. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un malentendu parce que si tu veux faire rentrer ton gardien remplaçant pour la séance des tirs au but, je pense que c'est quelque chose qui se communique avant le match. Ah ouais, il me semble que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Et puis là, c'était cohérent vu que Caballero, peut-être que c'est un spécialiste des pénaltys. Et puis il a joué à City. Apparemment pas, c'est vraiment. Non, j'ai regardé. Vu qu'il voulait pas. Mon coach de gardien a regardé les stats, apparemment. Il y a un spécialiste de pénalty là parmi vous? Non, après, il y en a qui sentent bien ou peut-être grâce à l'envergure qui peuvent. Je sais pas, Jérémy, t'as arrêté beaucoup de pénaltys cette saison? Cette saison, non, pas beaucoup. Non. Je vais retirer pas vendredi, le critère de l'envergure, mais voilà, c'est bizarre et voilà, la réaction de Kepa est complètement disproportionnée. Ouais. Kevin Fickencher, vous acceptez quand même le fait que je dise que le gardien c'est un gars un peu spécial quand même. Il faut être spécial pour être devant les filets. C'est ce qui se raconte. Après, il faudra demander à mes collègues ce qu'ils en pensent, mais apparemment c'est le cas, donc ça doit être vrai. Bon, messieurs, vous avez devant vous un ancien gardien qui a fait le malheur du FC Néreux il y a quelques années en 5e Ligue parce qu'il ne savait pas plonger du côté gauche. Mais j'avais une idole, c'était Jean-Marie Pfaff. Eh bien, je voudrais savoir quel a été votre gardien préféré, celui finalement qui vous a poussé peut-être à mettre les gants et devenir gardien de but. Je ne sais pas si vous aviez une idole. Alors, je vous ai posé la question avant le début de l'émission. Vous m'avez donné une réponse. À vous maintenant d'imaginer quel était le gardien préféré des autres gardiens présents sur ce plateau. Alors attention, il y a quand même des pièges. Alors, on va commencer avec, regardez, première photo, évidemment, Gianluigi Buffon. Selon vous, quel est le gardien présent sur ce plateau qui voue une admiration particulière pour Gianluigi Buffon? Moi, j'irais Laurent.
Moi, j'aurais dit Laurent aussi. Ah, bah, Ça, c'est non, dur. c'est pas grave. Alors, bon, allez, Laurent, allez, donnez-nous les réponses. C'est une bonne réponse? Évidemment. Oui. Ah, Alors pourquoi? Non, je dirais tout simplement pour voilà, ce qu'il est, pour évidemment sur le terrain, ce qu'il est capable de faire. Je dirais surtout aussi pour la personne qu'il est, ce qu'il représente pour un groupe au complet, pour ses coéquipiers, pour les défenseurs qui l'accompagnent au quotidien. Et puis voilà, pour son fair play, tout ce qu'il a amené au football, on va dire italien et puis international. Également pour la fidélité qu'il a eue envers son club. Il a joué qu'à Parme et à la Juve. Donc bon, voilà. Puis on lui souhaite de gagner malgré une fois dans sa vie, quand même. Voilà, malgré la parenthèse Paris Saint-Germain et peut-être Ligue des Champions, mais pour sa fidélité puis ce qu'il représente sur le terrain. Oui. Allez, deuxième gardien que je vous propose maintenant. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Je vous donne son vrai nom, c'est Nelson de Jesus Silva. Il a gagné une Coupe du Monde avec le Brésil. Il a gagné 2 Ligues des Champions avec Milan. Ouais, c'est Dida, hein. Ah ouais, je Alors, sais, mais vous le savez, ça veut dire que c'est votre gardien favori? moi, je pense que c'est la question. Frick. Non, non. Allez, qui aurait pu nommer ça, c'est Dida Thomas. comme gardien favori? Ça, Mais c'est toi, Thomas? Alors, pas du tout. Moi, je suis persuadé que c'est Jérémy Frick. Ah, non, c'est pas moi, vraiment pas. En plus, c'est Rush, donc ça peut pas être moi. Bon, allez, je vais soulager votre conscience. C'était un nom comme ça lancé tout à fait au hasard. En fait, personne d'entre vous n'a vraiment retenu Dida. Allez, on va continuer avec une tête quand même peut-être un peu plus connue et sans doute beaucoup plus appréciée. Il est hollandais. Vous reconnaissez bien entendu Edwin van der Sar. Allez, qui a nommé Edwin van der Sar comme étant peut-être un modèle? Je dirais Jérémy. Ouais, c'est nouveau. Jérémy. C'est pas moi. Grand gardien comme toi, c'est Non. plus il porte Il du. y a une question de Là, c'est- ressemblance? Je porte peut-être. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas moi. Hein. Non. Bah, c'est Kevin alors. Ah. Pas que je le Ah, fasse. c'était Eh bien, moi. c'est le plus jeune. C'est le moi. plus jeune, effectivement. Ah C'est Thomas Castella. Alors, pourquoi Edwin van der Sar? Je sais pas, on m'a dit de sortir un gardien que j'appréciais étant petit. Et c'est vrai que j'en ai eu beaucoup, mais à chaque fois, c'est le nom de Van der Sar Mais tu l'as vu que je jouer retiens. Tu l'as déjà vu jouer? Il était Oui, pas né. l'Euro 2008, je crois. D'accord. Ouais. Même, Van der Sar qui a arrêté sa carrière en 2011, mais qui a recommencé il y a 3 ans. Il a joué un match en 4e division avec son club de Noordwijk. Il a même arrêté un penalty. Il était venu pour aider son club qui n'avait plus de gardien, plus de remplaçant. Il a joué un match en 4e division des Pays-Bas. Et il a donc réussi quand même encore à arrêter un penalty. Donc c'était pour Thomas Castella, Edwin van der Sar, un gardien tout particulier. Le prochain qu'on va... Bon, lui, on le connaît bien. Il est devenu même entraîneur. Je ne sais pas s'il vous a fait aussi souffrir. Marco Pascolo, qui a comme idole Marco Pascolo? Là, je vous sens en train de vous marrer. Ça sent la blague. Moi, il me fait souffrir tous les jours, mais j'ai pas pensé à le nommer, j'aurais dû, parce que demain... Bah, vous savez que quand même, Marco, il a connu 3 championnats, et 3 championnats différents. Il a joué en championnat suisse, hein, bien entendu, avec Servette, Zurich, avec Xamax-Sion, mais également 2 autres championnats. Vous vous souvenez desquels? En Angleterre. En En Angleterre. Angleterre, avec Nottingham et... Et l'Italie. En Et Italie, à l'Italie. Cagliari, non? Exactement, à Cagliari, une quinzaine de matchs. Bien joué, Laurent Walter. Allez, encore 2 noms à vous donner. Bon, tiens, puisqu'on parlait de Pascolo, on va rester parmi les Genevois. Qui a fait d'Éric Péda un modèle? Je pense que c'est pas compliqué à se lancer, je vais dire Jérémy. C'est juste. Ouais, c'est moi. Ouais, pourquoi? Parce qu'il est genevois. Non, du tout. C'est parce que j'étais supporter au Charmy, j'étais toujours derrière les buts. Et puis, je me souviens de plusieurs matchs où il a fait des arrêts extraordinaires, dont un à bout portant. Je crois que c'était contre Young Boys. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que je sois courageux comme ce joueur, quoi. Très courageux aussi pour lui qui a arrêté sa carrière alors qu'il avait encore 3 ans de contrat avec Servette pour se lancer dans l'enseignement. Allez, le dernier, bon bah il n'y a plus vraiment de suspense, hein. Enfin on va quand même vous montrer un homme qui a beaucoup d'émotions. Vous n'aimez pas la photo de votre idole? Non, Kevin, elle n'est pas très joyeuse. L'actuel gardien de Il y aurait Porto, une- c'est parce qu'ils ont perdu ce week-end contre Benfica, le match voilà, au sommet, c'est hein. ça. Ça doit être ça. Ça doit être Alors ça. pourquoi Iker Casillas? Non, aussi de par sa carrière. Je pense qu'il a fait une carrière exceptionnelle au Real Madrid, notamment, où il a gagné beaucoup de titres. Et voilà, ça a toujours été un exemple. Il a bercé ma jeunesse et je
pense que Oui. c'est un bon exemple. Là, on voit une forte émotion parce que ce sont les images lorsqu'il a annoncé son départ du Real Madrid. Ben, en tant que gardien du FC Sion, j'attendais une réponse du style ancien gardien, très bon, Christian Constantin, évidemment, puisque celui-ci a été un bon gardien également en Suisse. Allez, on en sait un petit peu plus maintenant sur vos préférences. On va peut-être revenir à des choses un petit peu plus terre-à-terre et surtout l'actualité. Terre-à-terre pour un gardien, vous me direz que c'est normal. Allez, actualité brûlante, vous le savez, cette semaine, début des matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et je compte sur vous, messieurs, maintenant, pour m'expliquer pourquoi l'Ajax Amsterdam va éliminer le Real Madrid. Alors, si je vous dis que le tenant du titre sera éliminé par l'Ajax, est-ce que vous prenez ça comme de la pure provoque ou ça rentre dans le domaine du possible? Ça rentre dans le domaine du possible, je pense. Parce que le Real est à la peine ces derniers temps. Et l'Ajax, une jeune équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Donc, une surprise est possible. Et voilà, ce serait mérité pour ce club d'Amsterdam. On va quand même rappeler que l'Ajax a perdu à la maison 2-1, mais c'était quand même une victoire, petite victoire du Real. Oui, mais après, quand on se déplace à Bernabeu, c'est pas la même chose. Le Real, avec toute leur expérience, je pense qu'ils vont faire la différence sans trop de problèmes, à mon avis. Ouais, mais Bernabeu est loin d'être une citadelle imprenable. 3 défaites sur les 3 derniers matchs à domicile. Ouais, mais le Real Madrid de Champions League ou de championnat, c'est pas la même chose. Hein. Franchement, le Real Madrid, moi, j'aimerais bien encore gagner la Ligue des Champions, malgré tout ce qu'on peut dire. Et puis l'Ajax, c'est comme tu as dit, c'est une jeune équipe, hein, mine de rien, qui joue contre quand même un cadre de la Ligue des Champions qui a l'habitude de ces gros matchs. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance, surtout que, voilà, comme on a dit, ils ont perdu 2-1. Même sans Sergio Ramos? Même sans Sergio Ramos, ouais. L'importance de Ramos? Moi, je suis de l'avis à Thomas. Ah. Comme quoi, la surprise, elle sera compliquée à réaliser pour l'Ajax, mais pourquoi pas? Parce qu'au match aller, je me souviens qu'il y avait un but annulé de manière un poil litigieuse, de nouveau avec interprétation de l'arbitre, vidéo, etc. etc. Et puis, voilà, pourquoi pas les jeunes Hollandais qui réalisent un coup sans avoir trop peur, sans avoir à se mettre trop de pression, ils n'ont rien à perdre. Pourquoi pas faire l'exploit? Non, un exploit, c'est toujours faisable, mais moi, je pense pas. Franchement, je serais vraiment étonné. Mais c'est vrai que j'avais oublié ce but litigieux. Puis c'est vrai que, comme tu as dit, l'argument qu'ils n'ont rien à perdre, c'est vrai qu'ils vont... Aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui est sous pression, c'est pas eux, quoi. Ouais, mais quand on voit le Real qui perd durant la même semaine 2 fois contre Barcelone, une fois en coupe, une fois au championnat, seul Modric a été le meilleur madrilène ce week-end. Enfin, pas sûr que ce soit suffisant quand même. Quand on voit Kroos et Casemiro ont été en dessous de tout au milieu du terrain, Benzema a été discret, bel, transparent, ça fait quand même beaucoup de manquements quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de manquements, mais c'est quand même des grands joueurs qui savent répondre présent au bon moment. On va pas se mentir, hein, la Liga, pour eux, je pense que c'est fini, quoi. Et puis je pense qu'ils le savent au fond d'eux. Avec des champions, c'est un peu le seul moyen maintenant de ramener un titre. Et puis bon, ils ont joué contre Barcelone. Bon, je suis pas étonné qu'ils perdent contre Barcelone 2 fois de suite. Surtout qu'en plus, à Bernabeu, apparemment, ça leur réussit pas contre le Barça. Par contre, avec des champions, ça va être complètement autre chose. Que doit faire l'Ajax pour gagner à Madrid? Kevin? Moi, je pense déjà se déplacer sans complexe, jouer leur coup à faux. Comme on a dit, ils ont rien à perdre. Donc maintenant, aller là-bas et puis pourquoi pas créer l'espoir, surtout y croire. Parce qu'on sait que dans un match, tout est possible. Donc pourquoi pas? Je ne suis pas convaincu à 100%, mais pourquoi pas? Bon, ils devront en tout cas marquer 2 fois déjà. Donc voilà, il faudra aller de l'avant et puis il faudra qu'ils soient conquérants puis qu'ils ouvrent la marque. En tout cas, pendant que le Real est à la peine, l'Ajax se balade un peu, notamment une victoire 3-0 ces derniers jours en coupe contre Feyenoord. C'est quand même une sacrée référence. On va quand même dire un petit mot, Courtois, Onana. Quelle est votre préférence entre les 2 gardiens? J'aime bien les 2. Courtois, c'est du sérieux. Onana, il fait quand même pas mal de conneries. Hein, mais je sais pas, Courtois, cette année, c'est pas sa meilleure saison, on n'empêche, mine de rien. L'autre gardien, je suis de l'Ajax, que je connais pas trop, je vais pas me prononcer. Mais non, quand même, Courtois, c'est quand même classe au-dessus. Il a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Pas pour rien, quoi. C'est toujours difficile, quand tu es gardien, de s'adapter à une nouvelle équipe. Les habitudes avec les défenseurs, c'est aussi différent. Donc voilà.
comme il l'a dit, Jérôme, c'est certainement une saison un peu plus compliquée pour lui, mais voilà, ça reste un gardien de classe mondiale. Bon, donc si je suis un petit peu l'avis général, avantage théorique quand même au Real qui joue à la maison, mais tout de même une petite chance accordée par Thomas Castella et pour Laurent Walter, pour une équipe de l'Ajax, c'est vrai qu'il a été assez souvent mal payé cette saison. Allez, on passe à une deuxième affiche. Elle n'est pas inintéressante celle-là, même si ça semble un petit peu joué. Est-ce que la remontada de Manchester United est programmée? Est-ce que c'est possible là aussi? 2-0, je vous le rappelle, pour le PSG en Angleterre au match aller. Ça va être très compliqué. Mais après, un but marqué rapidement et le match est relancé, l'enjeu aussi, et donc à voir. Mais Paris, ça reste du solide. Je pense surtout qu'ils ont appris de leur remontada d'il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense qu'ils aborderont peut-être le match un petit peu différemment et ils vont jouer concentrés et appliqués dès le début. Bon, Manchester sans Pogba, c'est embêtant, ça quand même un peu, hein, suspendu. Ouais, ça fait aussi quelque chose, c'est clair. Maintenant, le Pogba du match aller, c'était pas flamboyant, hein. C'était pas non plus extraordinaire. Puis Paris Neymar n'est pas non plus, donc c'est aussi un manquement pour Paris. Mais c'est pas ce joueur qui va faire que l'exploit est faisable ou pas. Moi, je pense quand même Paris aujourd'hui est costaud. Je pense que ce sera Buffon qui va jouer, qui va amener toute son expérience. Je pense que c'est pas faisable qu'ils se reprennent en remontada. Et puis c'est pas Barcelone, hein, c'est United qui certes fait une belle deuxième partie de saison, mais qui n'est pas non plus imprenable. Pour se concentrer sur la Ligue des Champions, vous pensez que c'est un avantage, comme par exemple pour le Paris Saint-Germain ou pour la Juventus, par exemple, de posséder une avance énorme finalement et pouvoir se concentrer quasi exclusivement désormais sur les compétitions européennes, Laurent? Ouais, je pense que c'est un avantage quand même intéressant, surtout pour évidemment les staffs qui peuvent gérer un petit peu les minutes de jeu de certains cadres, certains joueurs qui sont importants. On le voit avec le Paris Saint-Germain, même avec les gardiens, où il y a le tournus avec Buffon vu l'âge. Donc, quelque chose d'important d'avoir une grande avance en championnat pour attaquer du mieux possible la Ligue des Champions avec fraîcheur. Eh bien, on verra en tout cas le Paris Saint-Germain qui effectivement part avec les faveurs des pronostics, ce d'autant que le Manchester de Solskjaer part avec beaucoup de blessés, il y a des malades, on ne récupère pratiquement personne depuis le match aller et en plus il y a Pogba qui est suspendu, ça va donc être très compliqué, ce serait un sacré exploit et ça occasionnerait une sacrée crise du côté du Paris Saint-Germain et indirectement du côté du Qatar. Allez, on va passer, il y a Dortmund-Tottenham, alors Tottenham avait gagné 3-0 à la maison, ouh là là, pour Lucien Favre, ça commence sérieusement à se gâter. Est-ce que le Borussia Dortmund s'essouffle? Qui suit la Bundesliga? Moi, je suis un petit peu, et puis je suis d'avis à dire que Dortmund s'essouffle et que ça va être très compliqué contre Tottenham. En plus, il y a le retour de Kane, donc ce sera vraiment pas facile de rattraper 3-0. Ouais, le Bayern qui est revenu à la hauteur de Dortmund d'ailleurs hein, ce week-end en Bundesliga, c'est pas une très bonne nouvelle. Ça, finalement, le fait de courir après deux lièvres à la fois, c'est peut-être pas la meilleure des choses qui soit actuellement pour le Borussia. Hein. Alors, je demandais ce qui est le plus important, parce que est-ce que le Borussia a la possibilité d'aller jusqu'au bout? Ça paraît quand même difficile, donc finalement, il ne faudrait peut-être pas laisser filer le titre germanique, non? Malheureusement, ouais, c'est vrai qu'ils ont l'avance à fondu. Ils jouent un peu plus mal ces temps, donc ça a remédié, mais après le championnat n'est pas encore perdu non plus, donc ça va se jouer jusqu'à la fin, j'espère. Il y a une quatrième affiche encore que l'on pourrait évoquer rapidement, c'est le match entre Porto et la Roma. La Roma qui n'a gagné entre guillemets que 2-1 chez elle. Il y a ce fameux but à l'extérieur qui pourrait faire très mal. Porto qui vient quand même de perdre, j'en parlais tout à l'heure, hein, son match au sommet face au Benfica à la maison en plus. On pensait peut-être un petit peu trop Coupe d'Europe là, hein, du côté de Porto. Allez-y puisque vous suivez votre idole Iker Casillas. Non, c'est C'était pas vous, c'est Kevin, c'est vous. Alors allez-y, pardon. Non, il y a trop de gardiens sur ce plateau, on s'y perd. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Porto. Je pense qu'ils ont leur chance à jouer. C'est vrai qu'il y a eu ces buts à l'extérieur pour la Roma qui peut être un avantage, mais Porto a une belle équipe, ils sont solides et ils ont aussi un très bon gardien, donc ça peut être ouvert.
Ouais. La Roma qui aujourd'hui est un petit peu entre deux eaux quand même. Hein. Elle n'est pas encore tout à fait qualifiée pour la Coupe d'Europe, pourrait très bien se retrouver expulsée des places européennes. Ça a aussi un petit... Il y a un enjeu, quoi. C'est quand même toujours très compliqué hein, de jouer sur deux, voire trois tableaux, si on est encore engagé notamment dans la Coupe nationale. Moi, je pense que là, les deux clubs, pour moi, ils sont à 50-50 parce que Porto aussi doit aussi encore se concentrer sur son championnat, bien qu'il est un peu inférieur, le championnat du Portugal, on ne va pas se mentir. Maintenant, ouais, Rome, moi, je vois quand même Rome faire quelque chose de bien en Coupe d'Europe parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont là, qui font toujours des surprises. Donc là, moi, je pars pour un 50-50, puis 2-1, c'est un score qui avantage ni l'un ni l'autre, selon moi. Mmh. Alors, plus globalement parlant, cette Ligue des Champions, en général, on dit que le vainqueur de la Ligue des Champions de la saison précédente repart avec le statut de favori. Bon, on va voir ce qui va se passer avec le Real Madrid cette année. Vous voyez un autre favori. Alors, tout le monde voyait la Juventus cette année. La Juventus qui jouera la semaine prochaine. Est-ce que la Juventus reste toujours votre grand favori dans le cadre de cette édition 18-19 ? Est-ce qu'elle a été une fois votre favori, déjà, première chose? Favori, je sais pas, moi j'espère en tout cas. Ouais. J'aurais bien voulu. Dans les candidats pour le titre, ouais. Avec peut-être City, Liverpool, Barcelone. À un moment donné, j'avais mis Dortmund, mais bon, comme dans les derniers résultats, non, c'est vrai. Tu les as tous mis. Non, 4 ou 5, parce que... Et c'est toujours les 4 ou 5 mêmes pour finir. Oui. Bon, la Juventus, vous la voyez rétablir la situation? Je pense Dites oui, ça va faire plaisir à notre producteur Daniel Romano. Non, je pense que ça va être... voilà. Je pense qu'avec ces grosses équipes, il y a toujours moyen de retourner une situation compliquée. Surtout la Juve, avec la culture de la gagne, la culture de la victoire. Il y a toujours la possibilité. L'année passée, ils avaient perdu 3-0. Ouais, je crois que c'était l'année passée. Ils avaient perdu 3-0 à la maison face au Grand Real Madrid et ils étaient allés... Finalement, se faire rattraper à la dernière seconde alors qu'ils gagnaient 3-0 à Bernabéu. Là, personne ne pensait que c'était réalisable. Donc, je pense que de faire la remontada contre l'Atlético, c'est faisable pour la Juve. Après, est-ce que ça sera un favori dans le futur? Je ne sais pas. Bon, ben ça, on verra à partir... pour la Juve, ça sera la semaine prochaine. Mais enfin, je vous rappelle donc tous les matchs de cette Ligue des Champions, ainsi d'ailleurs que de l'Europa League, sont à suivre en direct sur Téléclub. Ce sera mardi, mercredi, jeudi. On se quitte quelques instants, petite page de pub et on revient sur le plateau de match après match. Retour sur le plateau de match après match. Alors on évoquait du football international il y a quelques instants avec la Ligue des Champions. Eh bien, messieurs les gardiens, je ne doute pas qu'un jour ou l'autre, peut-être que l'histoire du foot suisse, voire même international, retiendra votre nom. Hein, pourquoi pas? Justement, on va évoquer vos glorieux prédécesseurs. C'est un petit quiz qu'on vous propose dans cette émission. Vous direz c'est déjà le deuxième, mais nous on aime ça. On va faire un duel. D'un côté, j'ai la Super League, de l'autre côté, j'ai la Challenge League, et on va commencer immédiatement avec une... Alors regardez bien la photo, on va commencer avec une question de rapidité. Qui est cet homme? Alors je vous aide. Je suis espagnol, mon surnom est Lord, je gagne 2 fois le championnat d'Espagne avec... Vous m'interrompez, hein, je gagne 2 fois le championnat d'Espagne avec la Real Sociedad. J'ai entendu? Arconada. Oui, Luis Arconada, effectivement. Il avait pris un but là, en 82. 84 à l'Euro. Ça, c'est la finale de l'Euro, justement, face à la France. C'était le coup franc de Platini. Et c'est justement la photo du coup franc de... J'ai vu, Jérémy a pris une Arconada contre Winterthur. Contre Kriens? Ah non, c'est pas moi. J'ai analysé les images et j'ai vu que... C'était donc effectivement, Arconada et qui avait perdu cette finale contre la France en 84. Allez, deuxième question. Là, on a un petit peu transformé la photo. Il s'agit du profil, si j'ose dire, de... Bon, ça, c'était facile. Vous savez que Barthez... Qui a répondu en premier? Ah, je crois que c'est nous. Soyez honnête. Bon, allez, on va donner 1 point à la BCL. Ça fait 1-1. Barthez, vous savez qu'il est devenu pilote automobile. Il est même devenu champion de France en super tourisme.
En 2013. Alors, Voilà. Et il a été très connu grâce au bisou que lui a infligé Laurent Blanc, vous vous en souvenez. Bref, le bisou le plus médiatisé de la planète. Voilà, c'était donc effectivement Laurent Barthès. Troisième question, là aussi... Fabien Barthès, oui. Laurent, C'est pas loin, hein, Laurent Walter, Fabien Barthès. Question de rapidité, là aussi. Campo. Trop facile. On l'appelle comment? Vous savez, vous connaissez son surnom? il y a 12 ans sur cette photo, non? Je sais qu'il dessinait ses maillots, je crois. Il est né au milieu des années 60 à Acapulco. Évidemment, il est réputé pour son style vestimentaire. Il a marqué des buts aussi. Il a marqué effectivement beaucoup de buts. Il a participé à 3 Coupes du Monde en 94, en 98, en 2002. Surtout, on se souvient de la finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF en 97 où il avait joué la première mi-temps dans les buts, la deuxième mi-temps en attaque. Il avait marqué effectivement un but. C'était effectivement Jorge Campos qui a répondu. Je ne sais pas, vous êtes... nous aussi. Allez, ça nous fait donc 2-1 pour la Raiffeisen Super League. Quatrième question. Écoutez-moi bien. Là, il n'y aura pas de photo. Je suis né au Paraguay, classé 6e. J'allais le dire. Ah, J'aurais dû commencer par une autre information, c'est de toute façon, clair. tous les anciens Regardez. gardiens, c'est vous qui Avantageux. Allez, Chilavert, oui, ils sont un petit peu plus âgés que vous, finalement. C'est un tireur de coups francs. Chilavert, qui a notamment joué également en Europe, vous vous souvenez de son club? à Strasbourg. Au Racing Club de Strasbourg. Ça nous fait un point, ça. Un demi-point. C'était effectivement José Luis Chilavert qui va désormais... Il est tellement connu qu'il va se présenter à la présidence de son pays. On continue notre panorama des grands gardiens. Cinquième question. Sans la photo, je ne vais pas vous dire de quel pays il est, mais enfin, allez, il faut connaître votre géographie. Je nais dans un quartier pauvre de Medellín. Moi aussi, je tire les coups francs et les pénaltys. J'ai marqué une 40aine de buts dans ma carrière. Je deviens célèbre en réalisant le coup du scorpion Higuita. Effectivement, René Higuita, il a marqué. Vous vous souvenez à l'occasion de quel match c'était ce fameux coup du scorpion? Match amical. C'était à Wembley, non? C'était exact. Bon, là, ça vaut le demi-point supplémentaire. C'était à Wembley. Oui, il est très fort. C'était effectivement lors d'un match amical entre l'Angleterre et la Colombie. Et il a également participé à une télé-réalité pour essayer de relancer sa carrière. Mais ça n'a pas marché. Qui a essayé de faire ce coup du scorpion? Peut-être pas en compétition, mais en tout cas à l'entraînement. C'est pas la souplesse pour, mais... Vous voyez, Laurent Walter se blesse pour un truc comme ça. Non. Claquage direct. Claquage direct. Non, je fais pas. Non, c'est le genre de truc... Finalement, vous êtes plus sage qu'on le pense. Voilà, ouais. Allez, 6e question. Allez, photo. De mon vrai nom, Genzo Wakabayashi. Je suis le capitaine emblématique de l'équipe Benjamin de Shutetsu. J'ai remporté le titre national des écoles sans avoir encaissé le moindre but. Je m'expatrie en Allemagne, à Hambourg. Je gagne la Coupe du Monde avec l'équipe Moi, j'arrête pas les dessins animés. Je suis considéré comme le meilleur gardien du monde. Mon surnom, c'est un dessin animé, ça, je pense Olivier qu'on l'avait Tom. compris, c'est... Alors voilà, mais moi je vous demande le nom du gardien. Mon surnom, c'est SGGK pour Super Great Goalkeeper. Je suis... Joker. C'est Thomas Price. Vous auriez dû le savoir, Thomas Castellan. En plus, vous êtes le plus jeune. Vous avez tout de suite vu que c'était un manga, effectivement, qui s'appelle Captain Tsubasa. Et la version française, c'était effectivement Olive et Tom. Aucun point. On en reste à 4-1 en faveur de la RSL. J'ai peut-être oublié un point par-ci par-là, mais ça me semble déjà en partie joué. Du coup, on va passer à la 7e question. Une question qui va faire mal. Allez, regardez. J'ai été pendant 7 ans gardien de l'équipe d'Allemagne. Voilà. C'est la photo que tu as. Il suffit que je me concentre et puis je te ramène les T'as un points, intellectuel. Tony Harald Schumacher. Non, ça, c'est la sortie de Omlin. Non, ça fait Kencher contre balle. Ça ressemble à Omlin ce week-end également. Ah, aussi, bon, après, il paraît qu'il est devenu très copain avec Patrick Battiston, puisque c'était quand même Battiston qui avait été la victime en la circonstance. Vous vous souvenez du surnom qu'on avait donné à Tony Schumacher après cette intervention sur Patrick Battiston? Le boucher de Séville, effectivement. Ça fait 4-2. Il y a encore 2 questions, donc possibilité d'égaliser, messieurs. Concentre maintenant, oui. Un duo pour l'avant-dernière question. Si vous me donnez les 2 noms, c'est Tafarel et Pagliuca. Moi, j'ai mis... ça fait un point chacun. Effectivement, Tafarel d'un côté et Pagliuca de l'autre. C'était à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de 1994, vous vous en souvenez, remportée par l'Italie face au Brésil au pénalty, les 2 gardiens. Par le Brésil, j'ai dit quoi? Par l'Italie, par le Brésil, par l'Italie, oui. Et au pénalty, là, les 2 gardiens qui se croisaient. Voilà, ça a été un beau duel, mais c'est effectivement Tafarel qui l'a emporté. Ça nous donne donc 5-3. Donc on joue maintenant pour l'honneur pour la dernière question.
Le temps pour la On la laisse petite pour dernière. Jérém, celle-ci, Je vais comme vous ça, demander il faut simplement le nom du capitaine, Allez, c'est pas très Jérém. compliqué. c'est Je suis né en c'est facile, 42, j'ai ça. donc 77 ans. Dinosaure. Ouais. 77 ans, Dinosaure. Bah, ça va faire 5-4. Vous vous êtes bien défendu. Vous en avez pas une encore pour Jérém? Gardien ou Non, mais il est devenu gardien par hasard. Vraiment, pour le coup. Oui, finalement, Jérémy, je suis en train de me demander si, à côté du Servette FC, vous suivez un tout petit peu l'actualité du foot suisse Moi, je connais Eric international. Peda et... Ouais, Eric Peda et Eric Peda. Kevin Fickencher. Voilà. Kevin Fickencher. Ben voilà, le score donc pour la Raiffeisen Super League 5, pour la BRAC.ch Challenge League 4 pardon. Merci messieurs, on va faire une petite pause maintenant, je crois. Non, on va partir dans la causerie directement. Ben voilà, on a été un petit peu bouleversé parce qu'on a un petit problème de serveur tout à l'heure, donc on va immédiatement entamer le deuxième débat de cette émission. On va parler football suisse, tiens, avec Servette, Lausanne, quelques autres. On va parler BCL. Le Lausanne Sport qui rame pour essayer de revenir sur Servette, qui rame pour essayer de maintenir son avance. Est-ce que le résumé est assez juste? Non, on rame Ah pas. bah j'attendais cette réponse. Non, nous, on alors, rame pas. défendez-vous, Servettien que vous êtes. Non, Jérémy nous on Frick. rame pas, on a un bon fond de jeu, on a juste... ça ne sourit pas trop en ce moment la réussite. On a aussi des faits de jeu qui sont un peu contre nous, en tout cas dans le dernier match, en tout cas. Donc nous, on rame pas pour garder notre avance. Non. Nous, quand on voit que vous perdez à Chiasso, que vous faites match nul à la maison contre Ville, on peut croire que c'est difficile. Et voilà, mal. Match nul contre Kriès, non vous Bah, visiblement, Malheureusement, nous, on n'arrive pas. On avait une super opportunité ce week-end de revenir à 4 points sur Servette. Malheureusement, on fait que match nul à Winterthur. Heureusement que vous faites match nul, plutôt, je dirais, mais... Non, c'est vrai qu'au vu du match, un match nul était juste, mais voilà, c'est... Statu quo, là. Si on se concentre que sur nous, c'est vrai que c'est insuffisant pour rattraper le retard sur Servette. Mais voilà, il suffit d'une confrontation contre eux, un mercredi soir à la Pontaise, qu'on gagne, et voilà, je pense qu'on peut les faire douter. bon, c'est pas particulièrement la joie sur le plateau ce soir parce qu'aucun des 4 gardiens n'a gagné. Ce week-end, il y a eu des défaites, il y a eu des nuls. Je sais que les clubs, les gardiens particulièrement de Raiffeisen Super League, regardent beaucoup la BCL le vendredi soir sur Téléclub. C'est un championnat qui vous intéresse aussi en premier chef parce que vous pourriez être quand même un peu concerné en fin de championnat. Que pensez-vous eux, ils sont d'accord en tout cas. Que pensez-vous des performances d'abord de Servette qui est le leader? Laurent. Ouais, alors évidemment que ça me concerne probablement plus que Kevin, parce que nous, on est en train de lutter pour cette place de barragiste. Donc évidemment qu'en tant qu'amateur tout simplement de football et puis en tant que joueur concerné par les barrages, je suis les... Surtout les performances de Servette. Hein. Ouais, et puis voilà, je suis les performances de mes deux collègues là en face. Non, c'est vrai que c'est un championnat qui est ouvert, intéressant, où il y a de la qualité. Et puis je pense que ça va être serré jusqu'à la fin, et puis voilà, celui qui probablement aura le plus de qualité, puis saura faire la différence dans les matchs au sommet, comme Thomas vient de le dire, le prochain match à la Pontaise, ou celui probablement en toute fin de championnat qui aura lieu à la Praille, et voilà, c'est probablement là que la différence se fera. Vous dites que vous voyez de la qualité, mais finalement, on a utilisé les mêmes termes concernant Neuchâtel-Xamax au moment de la montée. On a vu que cette qualité-là n'a pas suffi. Donc ça veut dire qu'on attend encore plus de Servette, voire de Lausanne. Actuellement, Lausanne et Servette, ils sont en Challenge League. Et avec leur effectif, leur staff, ce qu'ils proposent, enfin c'est mon avis, ce qu'ils proposent le week-end, je trouve ça de qualité. Après, mettre le contingent de Servette et Lausanne à l'identique en Super League, probablement que, comme nous... Mais c'est ce que vous avez fait, en fait. Ils Vous seront... êtes avec la même équipe, grosse erreur. Ou presque. Voilà, après... Mais on en parlera peut-être Ça plus tard. aurait pu tourner d'un côté aussi. Moi, je pense, Neuch, franchement, moi, je m'attendais à qu'il souffre moins en championnat de Super League. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, je dirais, des fois où ils auraient pu marquer des points et le foot a fait que vous n'en avez pas marqué. Mais aujourd'hui, Neuch, en Super League, moi, il y a peu de matchs que je regarde, franchement, de la Super League.
Moi, Vous n'êtes pas ridicule du tout, quoi. Vraiment. Hein. Vous êtes pas. Je te dis pas. Ouais, moi, je me suis pas dit c'est eux qui vont descendre. Ouais. Vous proposez quand même quelque chose de sympa, d'intéressant à regarder. Je vous écoute dans un instant, Kevin Fickencher, mais puisqu'on parlait de Xamax, le président Bingley a dit du Lausanne Sport la semaine passée sur Téléclub que le Lausanne Sport jouait comme une équipe de Promotion League. S'il regardait les derniers matchs, il peut le dire parce que voilà, on manque un peu de rythme dans notre jeu. On manque aussi de qualité technique. Typiquement hier, on fait pas mal d'erreurs qui nous coûtent de l'énergie et puis qui nous empêchent de construire des actions de jeu. Voilà, je pense qu'avec ce qu'on a montré, par exemple en préparation ou la qualité individuelle, je pense que oui, ce qu'on montre est insuffisant et on pourrait dire que un peu frileux, minimaliste, c'est ce que j'ai lu dernièrement dans les journaux. C'est un manque de tout un petit peu, mais Ouais. voilà, typiquement on va à la Maladière cet hiver en préparation et puis on gagne 3-0 contre une équipe de Super League et la qualité était là, j'avais l'impression que c'était des puis les des terrains, joueurs qui ils permettent pas non plus de s'exprimer. Ouais, les terrains sont faut pas se Enfin, le terrain, il est le même C'est pour ça tout le monde. Vous manquez d'agressivité contre Haro, il faut le dire, ce week-end. Bon, je pense pas au manque d'agressivité. Ouais, bah non, de pénalty contre nous, c'est qu'on a peut-être un peu trop d'agressivité, peut-être. Mais non, mes terrains ne permettent pas de s'exprimer. Vous, je sais pas, Winterthur, comment c'était. C'était très compliqué. D'ailleurs, oui, à chaque... Il y a tout d'un coup un rebond, une mauvaise passe, et puis ça coupe l'action, et c'est difficile de déstabiliser l'adversaire. Et voilà, après, en Challenge League, tu as des équipes qui jouent sans pression, qui se lâchent sur le terrain, et c'est typiquement les équipes comme Winterthur, Ville. Tu peux tomber sur un bon Chafouz, et puis un Haro aussi sans complexe. Bon, ils ont aussi l'enjeu de la promotion, donc... Justement, pas dans le même panier. Les équipes aussi, je pense. Ouais. Quand je vois vos matchs, que ce soit Servette ou Lausanne, quand il faut aller se déplacer chez un Kiasso avec tout le respect que j'ai, ou un Kriens ou quoi que ce soit, il ne faut pas croire qu'on a des manches en face et puis que ça va être une partie de plaisir et tout ça. Et souvent, on sous-estime un peu aussi ça. Ça sera très intéressant ce week-end. La lutte à distance continue donc entre Servette et Lausanne. Pour mémoire, Lausanne reçoit Haro samedi et dimanche, Servette accueille Chafouz. On dira victoire quasi obligatoire d'ailleurs pour les visiteurs s'ils ambitionnent encore de jouer la promotion. Bien, messieurs, je voudrais encore avoir votre avis sur quelques séquences qui ont été... alors, il y a un peu de tout. Quelques séquences qui ont été sélectionnées par Daniel Romanou. Oui, à qui la faute on le sait, les gardiens, on les montre un peu facilement du doigt, malheureusement. On parle plus souvent de la bourde du gardien que de l'arrêt qui paraît normal. Je vais quand même... Allez, Kevin, vous étiez très fâché. Enfin, on est obligé de reparler de ça. Vous étiez très fâché après le pénalty qu'a sifflé contre vous, M. Bierry, suite à ce contact avec le Balois Bua. J'imagine que vous n'avez pas changé d'avis. Quelle agressivité de Kevin quand il parle à l'arbitre. Oh là là. Non, quand je vois que je prends un jaune comme ça sur cette action-là et ce week-end, Omlin qui n'a pas de faute sifflée, pas de carton, c'est difficile à comprendre. On verra Omlin. Bon, l'arbitre semble-t-il... Encore une fois, on dit que l'arbitre connaît les règles, mais ne connaît pas le jeu. Vous voulez voir Omlin ? Allez, on va voir Omlin. Allez, regardez, moi j'ai envie de dire que là, l'arbitre, il aurait dû sortir le jaune vif, voire même le rouge. Le boucher de Saint-Jacques. La sortie de Omlin, et effectivement, pas d'intervention de l'arbitre. Il est quand même très en retard dans son action. C'est dangereux aussi. Donc, Et d'ailleurs, le joueur de Thun doit sortir après cette action. Ouais. Donc pour vous, c'était clairement carton rouge. Ouais, rouge non, parce qu'il va pour le ballon, et puis dans les 16 mètres, maintenant, il n'y a plus de double sanction. Donc jaune au minimum, mais... Non, mais il y a un penalty. La chose qui m'étonne un poil, c'est que, voilà, de nouveau, si c'est... Je n'ai pas envie de dire un gardien roman, mais si c'est pas le gardien du FC Bâle, le probablement futur grand gardien européen parce qu'il a un talent fou, mais je pense que la Swiss Football League aurait déjà ouvert une enquête, aurait déjà probablement concocté une commission pour revoir les images, pour pouvoir sanctionner tout à coup, voilà, si ça avait probablement été quelqu'un d'autre que le gardien du FC Bâle. Ça me dérange un poil parce que c'est quand même assez violent, assez dangereux, et puis voilà, je pense que si c'était quelqu'un d'autre, il y aurait eu cette sanction. Sur l'action à Kevin, moi je comprends pas, le contact est inévitable. T'as un ballon entre deux joueurs qui arrivent en sens opposé, et voilà.
Non, mais Berry, il en fait des belles. Hein. L'avantage devrait être donné à celui qui touche le ballon en premier, et en l'occurrence... Non, on va revoir encore une fois, parce que c'est vrai que cette image... On a beaucoup parlé de M. Berry. Vous ne faites pas un faux procès, quand même, à M. Berry. Il est pour les Suisses allemands, pour les vilains Suisses allemands, je pense pas qu'il est pour les Suisses allemands ou comme ça, mais non, mais là, c'est... On devrait revoir l'image, je pense. On voit ses prestations chaque week-end, en tout cas. Ouais, non, mais c'est complètement... Enfin, franchement, cette action sifflée... Non, mais ça, c'est invraisemblable. Tu peux pas comprendre que tu siffles une faute là-dessus. Tu joues l'espace, tu touches le ballon bien avant. À un moment donné, ouais, je sais pas, je comprends pas. Et puis moi, ce qui me choque, c'est même pas l'arbitre principal, parce que peut-être qu'il n'a pas vu l'action comme nous on la voit maintenant, mais l'arbitre de touche peut aussi, à un moment donné, peut aussi prendre ses responsabilités et puis dire non, écoute, là, non, tu as fait une erreur. C'est faisable, je sais qu'ils ont le droit. Donc, Disons, Kevin, vous n'avez pas fait en sorte d'éviter quand même le contact avec Buat. Hein. Oui, mais alors je dois faire votre job. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le laisser marquer. C'est mon job, voilà, je donne tout. Et ben mon job, c'est de vous provoquer. Je pense que je touche clairement le ballon en premier. Et malheureusement, ça joue pas en ma faveur. Bon, écoutez, M. Berry, qui a tendance à oublier certaines choses en faveur des romans, mais remarquez, M. Berry, il aurait peut-être de l'avenir aussi en Écosse. Regardez, c'était il y a quelques jours entre Aberdeen et Rangers. Je trouve quand même qu'il y a quelques similitudes avec cette action et celle de votre match. Sur ce coup-là, l'arbitre n'intervient même pas. Regardez bien le tibia de l'attaquant. Non, ça va, il casse rien, mais... quand même, pas d'intervention de l'arbitre, comme quoi l'interprétation est compliquée. Bon, nous, en tant que gardien, on nous a toujours appris dès que tu vas au contact, comme ça, chercher des ballons avec la tête la première, faut se protéger. Et voilà, le gardien fait preuve de défense, donc je sais pas, c'est comme sur une sortie aérienne, on nous apprend à sortir avec le genou pour aller, pour se protéger. Est-ce que tu siffles ou pas? À mon avis, non. Donc, il faut aussi protéger le gardien parce qu'il y a aussi pas mal de scènes où nous, on prend des risques en allant là où ça fait mal. Donc voilà, il faut faire preuve de psychologie et puis adapter peut-être le règlement par rapport au gardien. Atmosphère pesante sur ce plateau du coup. Ouais, ça vous fait marrer, mais on va quand même essayer de sourire un tout petit peu parce que, allez, on va donner cette fois-ci le beau rôle au gardien. Joli mouvement sur un coup franc de Ronaldo. Regardez, Ronaldo qui oblige Oblak, le portier de l'Atlético, à intervenir de façon assez spectaculaire. C'est joli, hein, et surtout ça se fait d'une seule main. L'intervention d'une seule main, c'est l'ultime recours. Tout dépend de où le ballon va, quoi, et puis comment ton corps est placé. Donc, en l'occurrence, là... La frappe est surpuissante. Ouais. Je ne sais pas s'il vole, on ne voit pas bien sur les images, mais je pense qu'il doit quand même pas mal bouger vu l'oiseau qui frappe. Donc là, je pense qu'il va juste pour pas prendre de risque, quoi. Qui a déjà eu l'occasion d'essayer de stopper un coup franc de Ronaldo? Non, ça va arriver. C'est pas prévu, non. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup d'œil. Il y a une question que je me pose souvent quand je vois un joueur. Là, on passe complètement sur une autre action. Là, il y a une question que je profite. J'ai des gardiens sur le plateau. La question de Béotien, mais regardez, la fameuse Panenka. On a vu Cololi contre Naples. Ici, c'est Dominguez à l'occasion du match entre Ville et Lausanne. Vous interprétez ça comme un simple geste technique ou bien finalement il y a un petit côté humiliant quand même pour le gardien? Là, j'ai envie de vraiment faire le tour de table. Comment vous vivez ça, Jérémy Frick? Non, c'est bien joué de l'attaquant, mais c'est vrai que c'est un peu... Je pense pas que l'attaquant il fait ça pour humilier le gardien. C'est peut-être pour marquer le coup, faire un peu le buzz. Je prends pas ça comme une humiliation. Cololi voulait faire le buzz, ça c'est sûr. Ouais, Cololi voulait faire le buzz, c'est clair, parce que c'était en plus il y avait 3-0, donc c'est peut-être un peu pour faire le buzz, aussi pour faire pareil lui peut-être. En tout cas, ça a fonctionné. Mais non, moi je prends pas ça comme une attaque personnelle. Hein. C'est un geste technique à faire. Thomas. Pour moi aussi, pareil, c'est un geste technique. Et rarement je m'énerve si à l'entraînement quelqu'un me fait la panenka. Bon, après, à l'entraînement, c'est différent, parce que la panenka, c'est aussi un aspect mental, et il faut avoir le courage de le faire dans une situation réelle. En l'occurrence, là, il le fait, il a le courage de le faire, donc bravo à lui. Si je suis gardien, et puis qu'en match officiel, je prends une panenka, jamais je pense que je m'énerve. Ouais. Moi, on me fait ça à l'entraînement, je le déglingue. Moi, je ne déglingue pas, mais j'arrête peut-être de faire la sorte de but. Je m'énerve, en tout cas. Vous êtes joueur, votre coéquipier rate la panenka, vous l'enguirlandez, vous faites quoi?
Oui, moi je l'enguirlande, c'est clair. Ouais. C'est un penalty, c'est jamais au fond avant, donc que ce soit Panenka Ça, c'est ou pas. le rôle du capitaine hein, que de Oui, mais remettre après un penalty, en place. c'est jamais facile à transformer, mine de rien. Donc l'important, c'est qu'il soit au fond. Après, Ouais, s'il a réussi avec le Ouais, Panenka, exactement. tant mieux pour lui et l'équipe, entre guillemets. Ouais. Laurent Walter, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez quand même une carrière. Vous avez la carrière la plus longue, je crois, des 4 gardiens qui sont là. On a souvent tenté une Panenka chez vous? J'ai dû en vivre quelques-unes. Vous en avez mais- arrêté quelques-unes? On s'y attend pas. Alors, non, Maintenant, arrêtez, ces temps-ci, non. vous y pensez un peu plus maintenant? Moi, j'ai pensé ce week-end contre Aro. Ouais. Ah, le deuxième, t'es resté. Le deuxième, j'ai T'es pensé resté. Panenka. Ouais. Ah, ouais. Bah, je vais profiter de votre présence pour. On parle un peu technique. Alors, je vais aller la position d'un mur. Regardez ici la position de ce mur. C'est le coup franc de Muriel lors du match entre la Fiorentina et l'Inter. Andanovic a-t-il bien placé son mur? Le ralenti me semble assez révélateur. C'est quoi la règle pour le gardien lorsqu'il place son mur? Est-ce que vous avez chacun votre petit truc selon vos capacités? C'est quoi Le mur doit 2 couvrir hommes, une- 3 hommes, la distance? Vous préférez laisser un petit mètre de décalage en plus que certains autres gardiens? Comment vous faites? Là, la grosse erreur, c'est son premier pas qui va en direction de où le ballon ne va pas. Mais voilà, la règle, c'est que le mur couvre une partie du but et l'autre partie, c'est le gardien qui la couvre. Donc, voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Oblak a mis que 2 personnes dans le mur. Donc, ça libère aussi de la visibilité. En tant que gardien, c'est très compliqué quand il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est toujours assez embêtant quand il y a les adversaires qui viennent prolonger le mur et tu es là, tu ne vois pas le ballon. Le gros tireur de coup franc que vous craignez en championnat suisse? Un nom à me donner? Première ou deuxième division? Souleymani a une bonne patte. Laurent, Je dirais la même chose. En BCL, plus compliqué, il y a moins de spécialistes. Bon, chez vous, il tire bien. Il tire bien, ouais. Franchement, il frappe bien. Ouais. Moi, ce que j'allais dire, ouais. Bon, et vous avez de bons tireurs aussi, notamment du côté de Servette. Sautier, il est pas mal. Hein, Ouais, Sautier est pas mal, ouais. Et Nuzzolo, il est pas mal aussi. Hein, quand même. Oui, alors heureusement. il est- De Xamax. Bon, ben voilà, merci messieurs pour cette expertise. Ça, c'était l'avis des techniciens. Ben, maintenant, je vous propose de passer de l'autre côté de la barrière. Parce que de l'autre côté de la barrière, il y a les supporters qui vivent également le football à leur façon. On retrouve Jérémy Croza. Hey, encore une semaine footballistique palpitante. Mercredi, c'était match de coupe et le Real Madrid s'est pris une gifle à la maison 3-0. Après le match sur les réseaux sociaux, on a pu voir une photo du genou de Varane qui était complètement en sang. C'était pas beau à voir, hein, mais je pense que ce qui lui a fait le plus de mal, c'est de mettre un autogol contre le FC Barcelone. Il y avait un autre match de coupe ce mercredi et là, on monte le niveau quand même. C'était le FC Sion contre le FC Bâle. Les Sédunois, ils se sont fait avoir comme des gamins. Ils gagnaient 2-0 à la 82e et ils ont réussi à finalement perdre 4-2. Ça doit vraiment faire mal. Hein. Mais le pire, c'est pas la défaite. Ce qui fait vraiment mal, c'est que Valentin Stocker leur a mis un doublé. Soucieux de la santé de ses supporters, il y a le club de Borussia Dortmund qui a lancé un programme de fitness pour lutter contre le surpoids. Faut vraiment que je me fasse un abonnement pour aller voir les matchs de Dortmund. Le 18 mars prochain, il y a Cristiano Ronaldo qui va ouvrir un centre d'implants capillaires à Madrid. Faut vraiment que j'aille le voir. Jouer à Turin. L'attaquant français de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, a fait une déclaration par rapport à un jeu vidéo qui s'appelle Fortnite. Alors il a avoué que pour lui c'était plus difficile de gagner à ce jeu vidéo que de marquer des buts. Faut vraiment que je m'y remette, hein. Parce que si c'est plus difficile de gagner un jeu vidéo que de mettre des buts avec l'Atlético Madrid, j'ai peut-être mes chances au prochain Ballon d'Or. Ce samedi, les Barcelonais ont récidivé en allant battre le Real Madrid à la maison pour la 2e fois la même semaine. À la fin du match, il y a une polémique comme quoi Sergio Ramos aurait envoyé un coup de coude dans le visage de Messi intentionnellement. Sergio Ramos. Étonnant. Toutes les semaines, il fait des fautes grossières et toutes les semaines, on se demande si c'est intentionnel. Soit c'est vraiment un manche, soit c'est un... Bon, allez, on vous laisse imaginer le propos de Jérémy Croza qui s'apprête encore à vivre quelques belles soirées d'émotion parce que samedi prochain, hein, il y a la 24e journée de la Raiffeisen Super League et on s'apprête à vivre un sacré derby.
Et un derby à la Maladière entre Neuchâtel-Xamax et le FC Sion. Alors, l'air de rien, les choses peuvent aller quand même très vite avec les victoires à 3 points. Un exemple, le FC Sion regarde aujourd'hui plutôt vers le haut et rêve de qualification européenne. Neuchâtel-Xamax, lui, essaye de sortir de la zone des relégables, mais en un seul match, le sort de Sion, par exemple, peut quand même pas mal changer, car l'écart est de 7 points aujourd'hui, il peut augmenter à 10 ou se réduire à 4 après le derby. Alors, fort de ce constat, comment voyez-vous du côté valaisan le derby de samedi à la Maladière? La pression, hein. Non, ça va être un match compliqué, difficile. On a déjà vu lors du premier match qui s'est soldé sur un match nul que ça a été compliqué. Ça a été un match serré. Et voilà, j'espère que ça sera un beau match de foot avec du monde, avec un public qui répondra présent. Et à nous de créer, pas l'exploit, mais de faire en sorte qu'on ramène des points de la Maladière. Ça va pas être facile. Je vais être un peu vachard là quand même, parce que finalement on va dire que vous avez fait une bonne performance, notamment à Berne ce week-end, en perdant vraiment dans les toutes dernières secondes face à IB. Mais enfin, peut-on prétendre à avoir un jeu bien élaboré lorsque l'on change par exemple 8 joueurs par rapport au match de Coupe de Suisse contre Bâle de quelques jours auparavant? On peut prétendre à quoi? Ça, c'est les théories de coach, ça, et de journalistes. Et de journalistes, peut-être, voilà. Mais non, écoutez, on a un contingent avec des joueurs de qualité. Que ce soit l'un ou l'autre qui joue, on est tous prêts à jouer. Et on doit s'adapter aussi, donc on est aussi des joueurs professionnels, donc à nous de faire le job. C'est aussi un phénomène qu'on retrouve du côté de Neuchâtel. Si je prends l'exemple de Sion, il y a eu 16 équipes différentes en 17 matchs. Du côté de Neuchâtel, il y a eu aussi pas mal de changements. Normal, il y a aussi eu changement d'entraîneur, mais comment ça se vit ça? Le gardien, finalement, il a une position particulière. Vous voyez peut-être certaines choses sur le terrain que tout le monde ne voit pas. Oui, évidemment. Alors chez nous, on a eu quelques pépins en plus dans le secteur défensif, donc on a dû un petit peu remédier à ça. La direction a dû faire quelques mouvements, on va dire, en fin de mercato estival, suite à diverses blessures, notamment celle de Igor Djuric, ou encore une ou deux absences qui se sont prolongées. Donc oui, c'est jamais, on va dire, l'idéal d'avoir énormément de mouvements. Après, voilà, comme il l'a dit Kevin, on est payé pour jouer au football, chacun a sa place, chacun a son poste à occuper, connaît normalement ce qu'il doit faire et essaie de le faire du mieux possible. Donc après, voilà, essayons chacun d'être bon à notre poste, balayons devant notre porte et puis après, les joueurs qui sont à nos côtés, c'est nos coéquipiers, on doit être là pour les épauler, tout simplement. Et vu de la deuxième division, aujourd'hui, évidemment, vous lorgnez plutôt, c'est normal, hein, sur Neuchâtel-Xamax plutôt que sur Sion. Comment vous sentez cette équipe de Stéphane Anchou? Bon, je pense que depuis la reprise, c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez quand même fait des points, mine de rien. Vous êtes passé à Noël, vous étiez dernier. Hein. Ouais. Et là, oui, ils sont avant-derniers, donc ils ont encore toutes leurs chances. Moi, perso, mon souhait, ce serait que les 4 gardiens l'année prochaine, on joue l'un contre l'autre en Super League. Ce serait beau d'avoir 4 clubs romans en Super League. Mais non, franchement, moi, dès le début de saison, j'avais parlé avec plusieurs joueurs de Xamax. Et puis moi, je pense qu'ils vont se maintenir et puis que ça va être faisable pour eux. Enfin, j'espère en tout cas. C'est un scénario qui vous paraît envisageable, ça vous 4 gardiens dans l'élite l'année prochaine, Thomas? Ce serait le scénario rêvé, mais voilà, il faudrait compter sur la remontée de Xamax. Et j'ai vu que Lugano avait creusé l'écart ce week-end. Donc voilà, il faudrait de grosses performances ces prochains matchs jusqu'à la fin de la saison de Xamax. Et puis espérer que nous, on accroche cette deuxième place, voire aller chercher cette première place. Et qu'après, qu'on gagne ce match de barrage. Laurent, j'ai relevé quand même le bon match du FC Sion, même si franchement, on en attend un peu plus offensivement de Sion. Finalement, vous êtes devenu une équipe de contre, on ne vous voit pas produire beaucoup de jeux. Mais enfin, on va quand même relever, enfin c'est mon avis, hein, mais on va visiblement, c'est pas l'avis d'Yakin. On va quand même relever le bon match de Sion. Par contre, alors que Xamax, vous êtes passé complètement à côté, hein, du côté de Saint-Gall. Vous perdez 3-0, vous jouez pourtant pendant presque une heure à 11 contre 10, mais qu'est-ce à coup? Oui, alors ça, c'est une façon de voir la chose. Après, c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu. Chaque match a un petit peu son histoire. À la 45e minute de jeu, on prend une barre juste avant la pause. De nouveau, est-ce que si on revient à parité à la mi-temps, est-ce que ça change les choses? Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, je pense que Saint-Gall n'est pas sorti de son camp. On a exercé de la pression. On savait qu'on n'était pas obligé de marquer, d'égaliser, de gagner le match dans le quart d'heure qui suivait la reprise. Donc, on voulait faire preuve de patience.
malheureusement, là, on a commis plutôt une bêtise du Xamax du mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, qui nous a coûté, c'est l'action qu'on voit actuellement, qui nous a coûté très cher. Donc après, le troisième but, il est un petit peu anecdotique. Donc je dirais qu'en étant médiocre, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, en étant moyen, on aurait pu accrocher un point à Saint-Gall. Donc à tirer des enseignements pour le derby de samedi. Ouais. Ben voilà, j'espère que vous aurez de la mémoire et dans un camp comme dans l'autre, parce qu'on l'a dit, finalement, Sion a tout intérêt quand même à ne pas trop se rater, sinon vous serez sous pression. Et Neuchâtel Xamax, effectivement, qui doit continuer à comptabiliser des points, surtout à la maison sur votre synthétique. Hein. Et ça, c'est important, ça pourrait être un avantage, et vous ne profitez pas beaucoup de cet avantage-là. Juste une information qui est tombée aujourd'hui, Fink, entraîneur de Guettier, s'est fait virer. Ça peut changer des choses? Je pense. C'est pas une bonne nouvelle pour vous, hein? Ça dépendra du successeur. Hein. Ouais. Si on ne le connaît pas encore, ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. Ici, il n'y a pas que des problèmes sur le terrain, il y a aussi en dehors du terrain, apparemment, même si on n'en parle pas beaucoup. Hein. Je trouve, si seulement ça vient taire ce genre de choses. Mais ouais, non, bien sûr, il y aura soit un élan positif ou négatif. On verra qui ce sera le coach, quoi. Ouais. Ben voilà, choc psychologique il devrait y avoir en tout cas du côté de Grasshopper. Messieurs, le temps il passe très vite, hein, je vois qu'il est déjà 19h56, donc on va devoir conclure. On aurait bien voulu continuer un bon bout avec vous, mais voilà, c'est la fin de match après match, édition spéciale gardien. Je dois vous avouer qu'on n'a jamais été aussi bien gardé à l'occasion d'une émission. C'était l'émission la plus hermétique de l'histoire de la télévision, ça c'est sûr. Daniel Romano était à la conception, Andy Graff était à la réalisation. Bonne fin de championnat, messieurs, hein, faites-nous rêver surtout. Et si vous restez sur Téléclub Zoom, il y a le magazine Serie A italienne d'ici quelques instants à 20h15, rediffusion du match entre Naples et la Juventus. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et à lundi prochain pour une nouvelle édition de Match après match. Merci, bye bye. Merci. Merci.